Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent La littérature est un sport de combat, avec Daniel Deroulet, animé par Geneviève Bridel et enregistré le dimanche 1er septembre 2024 au Grenier Bernois. Je vous propose de commencer, mesdames et messieurs. Merci de venir à cette rencontre qui va être placée sous le signe de La littérature est un sport de combat avec Daniel Deroulet, que je connais plus comme auteur et sportif que comme lutteur et combattant, encore que il nous révélera peut-être cet aspect de sa personnalité. Ce thème, La littérature est un sport de combat, Daniel, c'est une phrase qui a été prononcée par qui, dans quel contexte ? Alors, elle a été prononcée par moi, mais il y avait d'autres qui l'avaient prononcée avant, parce que quand elle m'a dit il faudrait un titre à cette présentation de votre travail, quelque chose d'un peu sportif, et je me suis dit la littérature est un sport de combat. En fait, je cite un auteur qu'on a un peu oublié, mais que moi j'aimais beaucoup, et qui était Bourdieu. Et Pierre Bourdieu, sociologue, a écrit un espèce de pamphlet qui s'appelle « La sociologie est un sport de combat ». Et on lui avait fait plein de remarques pour savoir pourquoi il avait dit que c'était un sport, etc. Et donc, ce titre est devenu un peu spontané, donc je ne voudrais pas trop le prendre au mot. Néanmoins, il va influencer le déroulement de cet entretien. Quelques repères, même si on ne vous présente plus, Daniel Deroulet. Peut-être d'abord vos origines, puisque elles sont genevoises du côté paternel, alémaniques du côté maternel, que vous avez, ça on l'a découvert dans votre dernier livre, il y aura des extraits de 4 de vos livres. Dans Le Bonnet Rouge, vous aviez un ancêtre célèbre pour avoir été, on va dire, un fournisseur de mercenaires. Et il y a aussi votre enfance à Saint-Imier. Votre père pasteur et votre mère à qui vous avez dédié un très beau livre à la garde suite à son départ qu'elle a choisi elle-même avec Exit. Et surtout, il y a, même si on évoquera entre autres 4 livres principalement, il y a plus d'une trentaine de livres à votre actif qui parlent du réel, on reviendra sur cette notion, du nucléaire, des migrants, de la course à pied, tout ça en vrac, alors que, je le précise, vous avez eu 2 autres professions, 2 autres vies avant celle d'écrivain, architecte, puis informaticien. Si je comprends bien, ça fait à peu près 2 livres par an. C'est une espèce de travail de fond comme celui du sportif. Il se trouve que, comme j'ai commencé très tard à écrire, c'est-à-dire à 50 ans, j'ai plein de sujets, j'ai pas fini, quoi. Donc j'ai envie de raconter, pas forcément ma vie, mais tout ce que j'ai vécu tout ce siècle incroyable, ce 20e siècle. Et puis j'arrive au 21e, je me dis mais là aussi il y a des choses à raconter. Donc j'arrête pas volontiers. Ceci dit, cette année, j'ai pas un titre, sauf une réédition. Et donc, de temps en temps, je me calme. Il y en aura peut-être 2 l'année prochaine. La réédition, c'est Un dimanche à la montagne. Oui. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par celui-là qui, incarnerait davantage la notion de lutte, puisque vous racontez comment, il y a près de 50 ans, vous avez incendié le chalet d'Axel Springer, magnat de la presse allemande, qu'on disait proche des nazis. C'était au-dessus de Rougemont. Je vous laisserai préciser la géographie, c'est plus sûr. Et vous racontez ce qui est à la fois un acte de lutte politique et un exploit sportif, puisqu'il fallait monter vers ce chalet qui était un peu le nid d'aigle et à peau de phoque en plein hiver. Est-ce que, avant d'en lire un extrait, vous diriez qu'il y avait dans votre démarche une forme de repentir ? Dans la démarche du livre, oui, il y a une forme de repentir. Il y a surtout ce qu'il y a toujours dans une confession, c'est-à-dire qu'on confesse des choses dont on n'est pas tout à fait sûr. Ceci dit, ce que vous avez oublié, c'est aussi une histoire d'amour, quoi. C'est une histoire que je raconte parce que j'ai fait ça avec une femme qui me disait « tu causes beaucoup, mais tu fais pas grand-chose ». Et donc, c'était un peu comme ça la bravoure de l'époque. Et comme elle est tombée malade, je l'avais perdue de vue,
et qu'elle m'a fait promettre de publier ce livre, voilà, il a fallu que je trouve une éditrice qui a été vraiment très sympathique de faire ça, d'être d'accord de le publier, parce qu'elle savait que ça lui poserait peut-être quelques ennuis. Mais disons, ce livre, c'était un devoir aussi. Hein. J'ai dit, oui, je vais publier cette histoire, elle sera connue, même si tu meurs avant, quoi. Alors, on va lire un extrait peut-être, si vous êtes d'accord, à la page 129, dans lequel justement on sent que le repentir est très bien perçu, ou en tout cas que vous êtes absous depuis longtemps. Vous décrivez la réaction d'un habitant du coin. Oui, donc pour moi, quand même, il faut que je dise en 2 mots que la réception de ce livre, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été comme ça un livre dont on parlait que dans les cercles littéraires. C'était d'abord un livre qui excitait beaucoup la classe politique, puisqu'il y avait 40 députés, enfin, conseillers nationaux qui avaient signé une mise en garde, qui voulaient changer la loi pour que je sois puni, etc. Donc c'était pas de tout repos. Et là-dedans, tout à coup, s'est glissée une histoire à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qui prouve que de temps en temps, les livres, ils servent à autre chose, ils ont une autre destination que celle qu'on imaginait en les écrivant. Alors voilà ce qui s'est passé. Quelques jours après la parution, l'auteur, vous aurez compris qu'il s'agit encore de moi, a reçu une longue lettre manuscrite du locataire de l'alpage de Rodomont-Derrière, qui se trouve au-dessous du chalet incendié. André, c'est son nom, m'écrivait, citation, « Je ne peux que vous remercier d'avoir eu la franchise et l'honnêteté d'éclairer ce litige qui me pesait depuis 31 ans. » La lettre émouvante se terminait par « Je suis sûr qu'un dimanche à la montagne aura un succès sans limite et surtout dans la population montagnarde de toute l'Europe. » Fin de citation. Intrigué par tant de compliments, j'ai voulu rendre visite à André. Nous avons convenu de nous trouver sur place pendant l'estivage. Par une belle journée d'été, je suis monté à l'alpage de Rodomont-Derrière, où m'attendait non seulement l'armaillé fromager, mais toute une délégation de Rougemont qui avait fait le déplacement avec la syndic, c'est-à-dire la mère du village. Une grande table était dressée comme pour un banquet. André a donné quelques explications. Depuis qu'il avait 21 ans, il était l'ammodiateur à qui l'alpage était confié par période de 6 ans. Les vaches qu'il gardait lui permettaient de fabriquer des meules de fromage grâce à un immense chaudron de cuivre sur un feu ouvert. André avait préparé un festin. Vin blanc, jambon froid, rechtis, vin rouge, jambon chaud, salade, meringue, café, pousse-café. Devant la grande tablée, il a rappelé qu'en plein hiver 1975, il était monté à l'alpage pour voir si l'incendiaire n'avait pas touché à ses affaires. Il n'avait trouvé dans sa cuisine que 2 agents de la secrète, des policiers qui guettaient le retour du coupable. À la fonte des neiges, ils étaient redescendus bredouilles. André avait confectionné pour moi des cadeaux, fromage, bricelets, crème double, le tout emballé avec soin. Comme tant de générosité était difficile à comprendre pour moi, l'un des habitants du village a expliqué qu'ils attendaient ce moment depuis 1975. J'ai dû encore une fois confirmer que j'étais bien l'incendiaire. Voici à peu près ce qui s'était passé. Dès que le feu s'était déclaré en haut de la montagne, la gendarmerie avait mis en place un large encerclement. Mais, dans les mailles de son filet, elle n'avait pêché que 2 amants cachés au fond d'une voiture. Le couple n'avait été relâché qu'après un long interrogatoire. L'homme était un jeune marié, mais la femme n'était pas son épouse. Scandale au village. Le mari volage avait dû se séparer de la jeune mariée et changer d'endroit. En quittant le village, il aurait dit « Je ne suis pas l'incendiaire, mais je sais qu'il est parmi vous. » Cette terrible malédiction avait pesé pendant 31 ans sur les villageoises et villageois qui s'accusaient mutuellement du forfait. Tous ruminaient le passé en travers de la gorge. Et voilà que grâce à un petit livre, tout le monde était soulagé. André a levé son verre de prune et, au nom de tous, encore une fois, il a dit à l'incendiaire « Merci l'ami ».
Merci. Ça fait mentir le thème de cette rencontre, puisque en l'occurrence c'était un instrument de paix, vraiment le livre. Restons une seconde sur un dimanche à la montagne, parce que vous avez l'air de dire qu'il y avait une grande naïveté, une grande, non pas impréparation, parce que vous aviez bien calculé votre coût, mais une certaine forme d'optimisme dans cette action-là. Et j'en veux pour preuve le fait que vous aviez croisé des gens et que bien plus tard vous avez appris qu'un portrait robot de la compagne que vous aviez alors avait été diffusé, qu'il était terriblement ressemblant. Oui, c'est passé plusieurs choses auxquelles je ne m'attendais pas. Alors en fait, ce qui s'est passé exactement, c'est qu'ils avaient un portrait robot, des gens qu'on avait croisés en montant, qui n'allaient pas du tout jusqu'au chalet. Et donc, ils avaient été questionnés par la police, d'abord soupçonnés d'ailleurs, les pauvres. Et puis, ce portrait robot était très ressemblant. Et ce portrait robot a été diffusé à toutes les polices d'Allemagne, mais jamais en Suisse. Et là, je dois beaucoup remercier un conseiller fédéral qui était monté en hélicoptère jusque sur l'endroit du crime et qui avait dit « Jamais un Suisse peut faire ça ». Et donc, il était évident que les recherches ne se sont pas dirigées du côté de la Suisse, mais que toutes les polices allemandes avaient sur leur tableau de bord des voitures, ils avaient ce portrait robot. Et donc, quand j'ai publié le livre, j'ai été convoqué, enfin gentiment convoqué par un policier qui avait fait l'enquête, et il m'a montré ce portrait robot. Il m'a dit, ben voyez, on avait fait du bon travail, mais on l'a envoyé au mauvais endroit, quoi. Et donc, oui, il y a toujours, quand on écrit un livre, alors c'est comme ça un exemple, c'est que on s'imagine qu'on a un lecteur, à qui on parle, qu'est-ce qu'on fait, et puis en fait on s'aperçoit que souvent que c'est tout autre chose, que c'est le livre va pas du tout avoir le type de réaction qu'on attend. Alors il y en a toujours qu'on attend, puis il y en a d'autres, voilà. Et pour moi ça c'est aussi un des petits miracles de la littérature. Toujours dans l'esprit du combat, dans ce livre ou dans d'autres, vous parlez de ceux qui mènent une lutte politique. Je pense à Loiseleur, où vous parlez du groupe Bélier. Dans Un dimanche à la montagne, vous évoquez la bande à Bader, etc. Et puis dans d'autres livres qui ont un côté plus biographie, vous présentez aussi des figures sombres. Je dirais que dans vos livres, il y a des héros et des salauds. Et voilà, comment vous les choisissez? Je pense par exemple à un éclairage que vous avez donné sur Le Corbusier, qui est pas connu de tout le monde, ses accointances avec le régime de Vichy. Est-ce qu'il y a un désir de rétablir la vérité qui vous anime? Ouais, c'est un peu beaucoup dire. Disons, les écrivains, ils pensent toujours qu'ils ont des choses à dire. Donc moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que l'histoire suisse m'a été racontée quand j'étais petit d'une manière un peu fallacieuse. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'avais un livre d'histoire qui était écrit par un conseiller fédéral décédé, c'était Chevalat. Le Chevalat, on appelait ça, le livre. Et dans ce livre, quand vous lisez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Suisses ont gagné la guerre et il n'y a jamais eu de problème juif. Il n'y a pas un mot sur le fait qu'il y avait, en même temps que la guerre, l'élimination des Juifs. Et donc, de temps en temps, je trouve que les auteurs, ils ont la nécessité, s'ils parlent de ces sujets, de se documenter un peu et de rétablir une histoire nationale, une histoire par le bas souvent, c'est-à-dire pas en prenant que les héros, mais aussi en regardant les autres. Et ça, j'ai essayé de faire avec les petites anarchistes, j'ai essayé de le faire avec l'histoire des mercenaires, qui est aussi une histoire dont on parle pas par le bon côté, on en parle par le haut, mais on n'en parle pas du point de vue des mercenaires. C'est dans Le Bonnet Rouge. Et de temps en temps, voilà, j'essaye de faire ça. Alors qu'après, là-dedans, il y a des gens qui sont moins sympathiques que d'autres. Le seul que je trouve vraiment, que j'ai vraiment démoli et que je pense que c'est une crapule, en fait, c'est pas un salaud, mais c'est une crapule, c'est un ancêtre à moi, voilà, qui a fait massacrer 300 Suisses qui s'étaient révoltés parce qu'ils n'étaient pas payés. Et en plus, il en a envoyé 20 se faire pendre, enfin, il a fait pendre une vingtaine, il a torturé des mercenaires qui étaient ses soldats, et ensuite, il a envoyé une vingtaine au bagne. Donc, bon, c'est grâce à lui qu'ensuite est sortie l'histoire de Bonnet Rouge, mais ça veut dire, de temps en temps, il y a quand même des personnages qui sont pas des personnages de roman, qui sont dans la réalité, et
pour lesquels j'ai pas forcément toute la sympathie que d'autres peuvent avoir. Voilà. Puisqu'on est sur le bonnet rouge, je vous propose de lire un extrait de ce calvaire qu'ont vécu donc des mercenaires suisses qui, je vous laisse peut-être mieux que moi présenter le contexte, au fond, ont revendiqué de meilleures conditions salariales en pleine Révolution française ou juste après. Oui, donc il y avait un régiment de mercenaires qui s'appelait le régiment de Châteauvieux, qui était à Nancy et qui s'était révolté sur une histoire de paye et de discipline. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été payés correctement, et ça a été prouvé, et qu'en plus, ils étaient traités de manière absolument sadique, il n'y a pas d'autre mot, parce que ça faisait partie un peu du mercenariat, c'est-à-dire que les Suisses étaient connus et achetés pour ça sur les champs de bataille pour être les plus cruels. Donc il fallait aussi les traiter cruellement à l'intérieur de la discipline militaire qui leur était imposée. Par exemple, il y avait à la moindre faute, et ça pouvait être des fautes, mais du genre un habillement mal boutonné, ils étaient soumis à ce qu'on appelait les courroies, c'est-à-dire que 50 mercenaires devaient se mettre d'un côté d'une file, 50 de l'autre, et celui qui était puni devait remonter 8 fois la colonne, et les autres lui tapaient dessus avec des courroies, et jusqu'à ce qu'il s'effondre, et puis on recommençait le lendemain, etc., suivant la difficulté de la peine. Et il y en a qui mouraient pendant ce châtiment. Et ce qui était terrible, en fait, c'est que c'était leurs propres compagnons qui devaient les massacrer, en fait. Et ça, c'était quand même un type de cruauté que, même dans les pires armées russes aujourd'hui, j'espère que ça n'existe plus, mais en gros, c'est quand même une partie de l'histoire suisse qu'on raconte par le haut. C'est-à-dire, il y a plein de rues, si vous allez à Fribourg, à Genève, à Zurich, où vous avez le nom de ses commandants. Je parle même pas du lion de Lucerne, etc., où il y a que des gens qui ont survécu, alors que les morts sont pas évoqués. Donc, il y a quelque chose à raconter qui est différent. Et là, j'essaye de le raconter. Ces gens-là sont maintenant, ce que je raconte ici, le passage que je vais lire, ils sont en train d'être envoyés au bagne. Et donc, ils ont la nostalgie du Léman, entre autres, puisqu'ils viennent tous des bords du Léman. Pendant ce voyage forcé, 1 sur 10 ne survit pas. Il paraît que certains meurent de chagrin d'amour, tel ce Paul, dont chaque prisonnier connaît la triste histoire, de sorte que Samuel repense à Virginie et au vent du Léman dont lui parlait André. À Meillerie, on attend le rebat, une brise d'été sur le haut du lac. Sur le petit lac, elle s'appelle Séchard. Le rebat souffle pendant les journées légères, dérobant le parfum des foins coupés. Il secoue la paresse du soleil et sème sur l'étendue des cloches du dimanche, de nuit, à l'extrémité est du Léman. La marinée vient du couloir de Marin. Samuel se souvient aussi de la bise que les bateliers nomment la Dame, en souvenir de Notre-Dame de Lausanne. Avec elle, pendant des jours et des nuits, le Léman gronde de Nyon à Genève, roulant des vagues blanches et vertes. Le lac désert secoue sa colère, écrase les masses d'eau en gerbe contre les murs du rivage. Les mouettes renoncent à l'affronter, les corbeaux s'efforcent de regagner la terre, les canards se tiennent bec en avant et s'ancrent de leurs pattes, la bise descend vers le sud tandis que le ciel au nord reste d'un bleu profond et mat, et les nuages se massent sur les crêtes savoyardes. Samuel, qui lutte contre un épuisement définitif, cherche dans le ululement de la bise du Léman une diversion à sa peine d'amour. Amour, c'est un thème qui revient dans certains de vos livres. On y reviendra. Je voudrais juste terminer sur le bonnet rouge pour que vous expliquiez le sens du titre. Donc, ils ont été envoyés au bagne. Ils étaient 40, enfin ils étaient 41. Il y en a un qui est mort dans la première année. Et à un certain moment, comme il y avait la Révolution à Paris, l'Assemblée nationale française a dit, mais c'est qui ces mercenaires qu'on a mis en prison, enfin qui sont condamnés à 20 ans de bagne? Et il y a eu des ministres, qui étaient genevois d'ailleurs, qui se sont fait fort de les défendre et qui ont expliqué à l'Assemblée nationale française qu'en fait c'était des héros qui s'étaient battus pour des causes qui étaient des causes de la Révolution française aussi, et que donc il fallait les libérer.
Alors les Suisses ont fait des pieds et des mains avec leurs ambassadeurs, etc. pour dire qu'il n'est pas question de libérer ces gens. Ils sont sous la législation suisse. Nous, on vous les a mis au bagne de Brest parce que nous, on n'a pas de bagne de ce type-là. Mais vous n'avez pas le droit de les libérer. Et l'Assemblée nationale est passée outre, l'Assemblée nationale française, en 1792. Et ils ont été libérés. Et au bagne de Brest, il y avait deux types de détenus. Ceux qui étaient à vie, ils portaient un bonnet vert. Ceux qui avaient 20, 30 ans de bagne, et qu'en général, ils les finissaient pas, mais bon, ils les finissaient pas parce qu'ils mouraient en route, ils avaient un bonnet rouge. Et ces bagnards, ces 40 bagnards suisses, quand ils ont été libérés, on leur a fait traverser la France avec leur bonnet rouge. Et quand ils sont arrivés à Paris, ils ont été reçus à l'Assemblée nationale avec tambour, etc. On a organisé une immense fête dans Paris, dont j'ai le détail. Ça avait été monté par le peintre David, avec une grande statue de Guillaume Tell et de Rousseau, qui précédait le cortège, qui a traversé Paris. Et ces gens criaient « Liberté, égalité » et ils jetaient en l'air leur bonnet rouge. Et le bonnet rouge de la Révolution, qui ressemblait évidemment au bonnet phrygien des Romains, il a été fêté comme tel. Et il y a eu un journal qui s'est appelé Le Bonnet Rouge. Il y a eu tout un folklore autour de ce bonnet rouge. Et donc, c'est ces 40 Suisses qui ont inventé le bonnet rouge de la Révolution française. Voilà. C'est pour ça que j'ai donné le titre. Ce qui nous donne l'occasion de parler de votre manière de travailler. Alors du travail en amont d'un livre, il y a toujours la documentation. Parfois, il y a une espèce d'intuition et de volonté alors de recours à la fiction pour combler les lacunes de ce que vous n'auriez pas trouvé dans les archives. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est la même chose qu'avec les 10 petites anarchistes, c'est-à-dire que je raconte des histoires sur lesquelles moi j'ai ce qu'on appellerait au cinéma un pitch, c'est-à-dire juste 2-3 choses. Je sais qu'il y a 8 femmes qui sont parties d'une fabrique d'horlogerie en Suisse, qui ont décidé d'aller sans leur mari, etc. Enfin, voilà. Donc j'ai la base, je fais des recherches, je retrouve certaines choses, je retrouve une lettre, et c'est la même chose avec les anarchistes, avec les mercenaires. C'est très difficile de se faire raconter le quotidien de ces mercenaires. Parce que ce qu'on sait, c'est le quotidien de leurs patrons. C'est le quotidien des lieutenants-colonels, des propriétaires, on appelait ça un propriétaire-colonel, qui possèdent des troupes et qui les font travailler ou qui les font subir les pires supplices. Mais vous avez très peu d'abord de documents, parce que les gens, très souvent, ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas été à l'école, donc ils n'ont pas raconté leur vie. Et il y a des documents de deuxième main. Heureusement, là, j'avais un document qui racontait très en détail la vie d'un mercenaire. C'est un mercenaire qui a appris à écrire plus tard. C'est un livre qui est en allemand, qui s'appelle Der brave Mensch aus dem Toggenburg. Voilà, qui a été traduit en français ensuite. Mais là, il y avait une certaine documentation. Mais c'est vrai que la fiction joue un grand rôle. Mais la fiction, à mon avis, elle est presque aussi grande quand on raconte l'histoire des héros de l'histoire suisse, quoi. Si vous allez regarder, c'est pas tout à fait exactement comme ça que ça s'est passé. Voilà. En vous entendant, on se rend compte que le combat, il est aussi dans ce que, peut-être un terme, une formule que vous récuseriez, qui est la littérature engagée. Et néanmoins, j'ai envie de citer une phrase, je ne me rappelle plus dans quel livre elle est, mais vous en avez, où vous vous adressez à Adolphe Mouchk. C'est peut-être dans Portrait clandestin, et où vous dites « Ne leur sers pas de cible, viens par ici dans le camp des héros intermittents. Nous autres, les plus jeunes, t'apprendrons l'art de l'opportunisme, polémiquer sous pseudonyme, dénoncer par métaphore, pisser dans le nid, oui, mais de nuit. » Vous assumez ? Oui, j'assume. C'était un conseil que j'avais donné à Mouchk après un livre qu'il a fait, qui lui a fait beaucoup de tort, qui était une attaque frontale contre Blocher, et c'était pas une bonne manière de le faire parce qu'il se fait ramasser plusieurs fois. Et puis je suis resté en très bon terme avec lui malgré ce genre de conseil c'est un peu gonflé quand même. Mais c'est vrai que je pense que la littérature peut pas attaquer de front comme ça. C'est pas le genre de la littérature. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire des tracts, vous pouvez faire des manifs, on peut faire toutes sortes de choses que je ne récuse pas. Mais quand on fait la littérature, quand on écrit, pour moi,
il y a une différence entre le militant et l'engagé. Donc moi, je ne veux pas faire une prose militante. Qu'elles soient engagées, de toute façon, tous ceux qui écrivent, ils sont engagés dans leur époque. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils peuvent bien sûr s'enfermer dans leur chambre et décider que le monde se réduit à cette chambre. Mais il suffit qu'ils entr'ouvrent la fenêtre et il y a le bruit du monde qui entre. Donc ils ne sont pas obligés de le voir. Et moi, j'essaye que le bruit, il entre un peu plus, de temps en temps. Mais j'ai aussi des côtés plus intimes où j'ai envie de fermer la fenêtre et puis de regarder juste ce qui se passe entre les gens qui sont dans la chambre. On sent cette dualité dans toute votre œuvre, dans ces 30 et quelques livres que vous avez écrits. Vous parliez tout à l'heure du fait de raconter la Suisse autrement que dans nos livres d'histoire. Et puis il y a la mondialité. Il y a un de vos livres qui s'appelle Écrire la mondialité, un terme que vous empruntez à Élisée Reclus, je crois. Alors la mondialité, pour moi, c'est le contraire de la mondialisation. C'est-à-dire, c'est ce plaisir qu'on a à savoir qu'on habite sur une planète, qu'on peut la voir de loin, qu'elle est bleue, qu'elle a des tas de côtés intéressants, alors que la mondialisation, c'est la mise en concurrence de tous contre tous. C'est ce que je récuse dans le monde tel qu'il est. Il nous est proposé par le néolibéralisme aujourd'hui. Et donc, pour moi, la mondialité, c'est vraiment quelque chose à défendre, qui est beaucoup plus que simplement défendre l'identité nationale, etc. Et pour moi, c'est la réponse aussi au nationalisme, aux différents nationalismes qui polluent le discours politique dans toute l'Europe et dans le monde. C'est justement de reconnaître qu'il y a un niveau mondial qui est beau, qui est intéressant, qui nous force à une certaine solidarité, à une compréhension. Et que c'est pas seulement parce qu'on a les mêmes problèmes climatiques qu'il faut trouver une solution ensemble, etc. Non, c'est aussi parce que c'est un héritage historique qu'enfin on peut contempler comme un tout, qui est le fait qu'on est des citoyens du monde. Alors, c'est vrai que depuis Rousseau, Voltaire, etc., ils se disent citoyens du monde, sauf qu'en général, c'était assez européocentrique, si j'ose dire. Et pour moi, la mondialité, elle doit être reconstruite avec les Caraïbes, avec le Sud, avec la manière dont les écrivains africains, par exemple, ont embrassé ce sujet. Et pour moi, c'est très important. C'est aussi la réponse à un néocolonialisme qui peut être insupportable. Et comment on fait des livres dans ce contexte-là? On voyage. Il n'y a pas d'autre moyen. Et je trouve que de dire aux gens, faut rester en Suisse et puis regarder... c'est peut-être écologiquement intéressant, mais c'est tout aussi écologiquement intéressant de marcher de Paris à Bâle ou de Rome à Milan ou je sais pas quoi. Ouais. Ça nous amène à la Suisse de travers et à votre méthode alors de voyageur, de marcheur, de marathonien et d'écrivain. Est-ce que comment ça fonctionne? Vous prenez en marchant, vous avez des idées, vous prenez des notes, vous les prenez le soir en rentrant chez vous pour que les scènes qui sont tellement vivantes dans ces livres soient écrites au plus proche du moment où vous les avez vécues. Alors, il y a toutes sortes de tactiques et je pense que chaque écrivain qui marche ou voyage, il a sa tactique et elle peut changer. La mienne, c'est d'écrire au fur et à mesure, le plus vite possible, c'est-à-dire même en m'arrêtant, en faisant des pauses pendant la journée et noter des choses intéressantes que j'ai vues, ou ça peut être d'écrire la chose le soir et de toute façon de la retravailler beaucoup plus tard quand l'éditeur va vous dire « ouais, mais bon, on s'ennuie un peu dans ton truc, faudrait voir... voilà ». Donc, pour moi, c'est un travail de chroniqueur de la mondialité, justement. Donc là, je vais faire un livre qui va sortir l'année prochaine chez Phébus, qui s'appelle Merci. Heureusement que votre éditrice Heureusement que l'éditrice est au courant. Oui. Voilà. Donc ça s'appelle Frontières liquides parce que voilà, c'est des lacs du monde entier sur lesquels plusieurs pays sont impliqués. C'est-à-dire, c'est comme le Léman qui est impliqué avec la France, il y a d'autres lacs qui sont encore beaucoup plus impliqués et dans des situations beaucoup plus conflictuelles que j'ai essayé de raconter. Et pour moi, ça a été un bonheur de voir
comment les gens essayent de se débrouiller quand ils habitent autour d'un lac et qui parlent pas forcément la même langue, ou bien que c'est un lac qui avant était une frontière et qui n'en est plus une, ou qui tout à coup devient une frontière. Et dans chacune de ces situations, je trouve que il y a de quoi, si j'ose dire, faire un peu de littérature, quoi. La littérature, elle vous accompagne tout le temps, justement, dans vos déplacements. Je crois vous avoir entendu dire qu'il y a une période de votre vie où vous lisiez des livres pour vos autres boulots. Et puis, elle est tout le temps présente, notamment dans un livre qui s'appelle « Portrait clandestin ». Alors, c'est difficile de faire un choix dans Portrait clandestin, mais peut-être que le choix qu'on a fait est au fond celui qui nous ramène à la littérature engagée ou à une forme de littérature du réel. Et on a choisi le portrait que vous faites de Louis Pergaud. Louis Pergaud, dont vous êtes allé voir sur place, parce que ça aussi, il faut le dire, vous écrivez pas en compulsant des infos sur ces écrivains ou en feuilletant leurs livres. Vous allez là où ils ont vécu ou là où ils ont passé un moment de leur vie. C'est comme ça que vous avez écrit Portrait clandestin ? Alors oui, ça c'est une course à pied que j'ai faite, c'est-à-dire j'étais allé visiter Verdun. C'est une visite qui est assez dure parce que en fait, ce qu'on y voit, c'est quand même l'horreur des tranchées. Et en même temps, elle est dure parce que il y a des quarts de touristes, beaucoup de monde à qui on explique les choses de manière très anecdotique. Et donc, j'avais besoin le soir, après avoir vu ce Verdun, j'étais seul là, dans une chambre d'hôtel, de mettre mes baskets puis d'aller courir pour aller voir où est-ce que ça s'était passé, les histoires avec Pergaud. Alors Pergaud, en 2 mots, c'est un jeune prodige de la littérature avant la Première Guerre mondiale. Il va griller la politesse à tous les gens qui étaient dans les cercles littéraires à l'époque. C'était un instituteur de province qui s'est rendu célèbre. C'est pas avec ça qu'il a eu le Goncourt. Il s'était rendu célèbre avec La Guerre des boutons, qui est un livre dont on parle plus tellement, mais qui a eu une résonance encore très longtemps, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et Pergaud était un instituteur antimilitariste engagé et anticlérical. Et il avait refusé dans son village d'enseigner les cours de religion qui étaient obligatoires à l'époque. C'est-à-dire les profs devaient expliquer la religion chrétienne à leurs élèves, et lui, il avait refusé. En plus, il était antimilitariste, et bien sûr, c'est les premiers qu'on a convoqués pour aller se faire massacrer dans les tranchées. Et lui est décédé dans les tranchées, dans une attaque dont je vais vous lire ce qu'il en racontait le jour avant. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que partout, les monuments sur Pergaud mettent « mort pour la France ». Or, en fait, il n'est pas mort pour la France, il est mort par la France. C'est-à-dire que Pergaud était sur le front, et à un certain moment, il a fallu reculer, et les Français n'ont pas attendu que leurs propres troupes reviennent dans la tranchée, ils se sont mis à tirer. Et donc, ils ont tué beaucoup de Français. Et Pergaud a été retrouvé dans un cimetière allemand, après la guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale. Donc voici ce qu'il écrivait juste avant. C'est la scène que je raconte quand je m'arrête de courir à un certain moment et je me dis, tiens, c'est par ici. C'était au début avril 1915, mais cette année-là, au lieu du ciel bleu et du soleil couchant de ce 3 avril 2009, une pluie interrompue s'abattait depuis 3 semaines sur les marécages. Désespoir dans les tranchées, rage aveugle dans les états-majors qui avaient espéré une victoire rapide. À 1 kilomètre de cette côte 322, le sous-officier Pergaud consacrait son temps libre à écrire. Il recevait jusqu'à 17 lettres par jour, tenait grâce à sa plume plusieurs discours à la fois. D'une part, sur un carnet, il consignait autant d'observations que possible en vue de tous les livres qu'il se réjouissait d'écrire dès que la guerre, l'immonde boucherie, dit-il, aurait pris fin. D'autre part, chaque jour, il envoyait une lettre à Delphine, sa femme. Inutile de lui faire peur avec l'horreur des combats. L'amour permet d'enjoliver, de travestir, de mentir par omission. Il soignait aussi sa correspondance littéraire, celle qui devait entretenir les amitiés, donner des informations, juger des événements pour garder sa place dans le monde des écrivains. À 28 ans, Louis Pergaud avait reçu le prix Goncourt pour un recueil de nouvelles, soufflant la récompense au nez et à la barbe
de Colette et d'Apollinaire. Le vendredi 19 mars 1915, Pergaud note dans son carnet. Citation. Aujourd'hui, 111 morts, 150 blessés et autant de disparus. Et pourquoi ? Pour que le con sinistre qui a nom Boucher de Morlincourt ait sa 3e étoile. Donc il s'agit des étoiles des généraux. Donc ce con de Morlincourt ait sa 3e étoile. La prise de Marchéville ne signifie rien, rien. Il est idiot de songer à prendre un village et des tranchées aussi puissamment retranchés, avec des effectifs aussi réduits, chaque poilu, fût-il brave, comme 3 lions. Le soir, la première compagnie seule doit recommencer l'opération. C'est ridicule et odieux. Fin de citation. Et c'est pourtant exactement ce qui va arriver à Pergaud. Vous n'avez pas cité le titre du recueil de nouvelles qui lui a valu le Goncourt, par curiosité. Je l'ai oublié. Bon. Mais toujours est-il que ça va paraître très cynique, mais j'entendais cette fameuse réplique de La guerre des boutons en vous lisant, du gamin qui dit « si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Et c'est terrible. Enfin, c'est presque prémonitoire. Les écrivains, voilà. La manière d'écrire, les influences des écrivains sur votre propre écriture. On a entendu tout à l'heure dans Le Bonnet Rouge, je ne l'ai pas signalé, mais je voulais qu'on s'y arrête maintenant, ce que vous appelez la prose coupée. Le Bonnet Rouge se présente comme de la poésie, comme des vers. C'est une prose coupée où on revient à la ligne. Je ne me rappelle pas si vous avez fait ça ailleurs que dans Le Bonnet Rouge. Si, peut-être, oui. J'ai fait ça dans des textes plus courts. J'ai jamais osé le faire dans un roman, d'ailleurs. C'était un peu osé. La question, pour moi, était pour ce livre-là, et pas forcément pour d'autres. C'est pas que je veux devenir quelqu'un qui fait ce genre de travail. J'avais l'idée que, comme c'est des histoires qui se passent dans un temps qui n'est plus le nôtre, dans une situation que je ne peux pas décrire psychologiquement en détail, parce que je ne sais pas ce qui se passait exactement dans la tête des mercenaires. Je peux inventer 2-3 choses, mais c'est évident que j'invente. Je trouvais que le ton de la ballade, c'est-à-dire Tom Dooley, ce que racontent un peu les ballades de la ruée vers l'Est, ou ce que racontent les chansons des gardes suisses qu'on reconnaît comme... voilà, il y en a plusieurs comme ça que je trouve que c'est ça qu'il faudrait essayer de rendre quand on raconte ce genre d'histoire. D'où m'est venue cette prose que je dois dire avoir copiée, en gros, chez des auteurs américains qui écrivent de cette manière. Chez eux, on appelle ça de la poésie narrative, et c'est Reznikov, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et donc j'ai essayé ce travers de... Donc c'est vrai, c'est ni de la prose, ni de la... Et ça désarçonne au premier abord, évidemment. Ça désarçonne les libraires, ça désarçonne les premiers lecteurs, mais voilà, j'avais pas d'autre moyen de le raconter. Parce que vous racontez peut-être le XXe siècle et le XXIe siècle, vous le voyez un peu comme une épopée. Alors ensuite, le sujet dicte ou non la forme. En l'occurrence, oui, évidemment, mais toujours. Vous pouvez pas écrire une chanson d'amour avec, je sais pas quoi, des phrases du XVIIIe siècle. Vous pouvez pas copier Lamartine ou je sais pas quoi. Donc à chaque époque, il y a des choses qu'on peut plus mettre en cause, et à chaque époque aussi, pour chaque sujet, il y a un rythme, il y a des choses à trouver, quoi. Et c'est souvent la chose la plus difficile et qui fait que des fois on se dit tiens, c'est raté, j'arrive pas, faut que j'arrête, quoi. Et puis il y a le recours à un truchement ou une forme indirecte. Je pense au livre sur votre mère où vous écrivez des lettres à votre père, en fait, déjà décédé. Alors, d'écrire à quelqu'un, surtout à un mort qui peut pas répondre, c'est le plus facile. Voilà. C'est-à-dire que d'une part, vous avez l'adresse, vous savez clairement à qui vous parlez, pour l'auteur, donc. Et puis, si vous avez connu la personne, on espère que c'est juste ce que vous lui dites. Mais pour moi, c'est une forme. J'ai aussi écrit une lettre qui avait beaucoup plu à l'époque. Il y a une lettre à Anne-Marie Schwarzenbach. Alors que oui, non, j'ai pas connu Anne-Marie Schwarzenbach, mais je me sens proche par toutes sortes de détails biographiques, où elle habitait, qu'est-ce qu'elle faisait, puis quelle femme c'était extraordinaire. Et donc là,
j'ai presque envie, voilà, de les vousoyer peut-être, mais quand même de leur dire, de leur parler directement. Et c'est une manière de les actualiser, évidemment, et puis de dire une certaine admiration que j'ai pour elles. Alors, la lettre, c'est-à-dire la rédaction au tu, à la deuxième personne du singulier, c'est quelque chose que vous avez beaucoup pratiqué. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce livre que vous adressez à Audelaire, qui est vraiment... Mais on l'a pas ici, mais c'est juste pour en question. On lira un autre extrait après. Il est épuisé, d'ailleurs. Il est épuisé. D'ailleurs, ce serait une bonne idée de le rééditer. Ça s'appelle « Quand vos nuits se morcellent ». Et c'est un livre, au fond, qui, peut-être vous êtes d'accord avec cette interprétation, défend la manière dont Audelaire a peint, j'allais dire a filmé, a peint, au fond, le lent cheminement de celle qu'il aimait, Valentine, vers la mort. Non ? Si, mais vous les dites quoi? C'est un sujet qui m'émeut chaque fois, donc je ne sais pas quoi dire. Oui, Audelaire est pour moi un peintre qui n'est pas que le patriote avec les Suisses aux bras noueux, etc. Il y a un côté de Audelaire qui a complètement changé la propre peinture de Audelaire, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il a rencontré une femme qui était une Parisienne très très cultivée, qui sortait d'un divorce pénible, mais elle avait un mari qui était professeur à la Sorbonne. Enfin, il y avait tout un contexte que ce Audelaire qui n'arrivait pas à finir une phrase, même pas en suisse allemand, qui était un rustre terrible, qui se fâchait de des colères épouvantables, qui était un macho de première, qui avait dit que les femmes n'avaient rien à faire dans une société des peintres suisses, donc il s'est battu là contre. Et puis il avait des modèles, il disait que, enfin, on comprend qu'il disait qu'il fallait coucher avec elle pour bien les dessiner, etc. Enfin, il rencontre cette femme et ça change du tout au tout. Je dis pas l'ensemble de sa vision des femmes, non, mais en tout cas sa peinture, ça j'en suis sûr. Et on peut voir très clairement qu'à ce moment-là, il y a une cassure dans la manière de peindre de Audelaire et que il va évacuer tout un tas de choses qui lui venaient de sa propre histoire, qui lui venaient du symbolisme, etc. Et il va faire les plus belles toiles qu'il a jamais fait, et que ce côté de Audelaire est le plus intéressant et celui qui va traverser les siècles et qui fait qu'aujourd'hui il y a tout à coup de nouveau un renouveau sur Audelaire, alors qu'avant Audelaire c'était le peintre, ce peintre nationaliste qui n'a jamais été, quoi. Et au fond, Audelaire, vous y étiez déjà attaqué, mais dans le bon sens du terme, avec votre tout premier livre, À nous deux, Ferdinand. Donc c'est une obsession profonde. Le sentiment de devoir rétablir une vérité, encore une fois. La plus belle chose que je peux dire sur Audelaire, finalement, voilà, c'est encore un livre qui a eu des conséquences que moi j'attendais pas. C'est une très belle lettre que m'a écrit l'ex-conseiller fédéral Blocher, qui est donc le grand collectionneur maintenant de Audelaire, qui dit « Ah, mais j'avais pas vu ça, j'avais pas compris, etc. » D'accord. Donc, et je vois le vieux assis devant ses Audelaire, de les regarder d'une autre manière. Et voilà, c'est très bien. Donc il s'est mis à acheter les paysages, hein, je vous le dis. Revenons à un autre paysage, celui de la France atomique et celui de l'atome et des au moins 10 livres que vous y avez consacrés sous la forme d'un cycle romanesque. Alors, je voudrais que vous expliquiez d'abord votre intérêt pour ce sujet, et puis ensuite qu'on lise un extrait d'un très bref livre qui s'intitule « Tu n'as rien vu à Fukushima ». Mais peut-être d'abord expliquer Voilà. Alors, le contexte est le suivant. J'ai écrit le contexte de ce petit livre-là. J'avais écrit toute une série de livres sur le cycle du nucléaire qui commence à Hiroshima et qui se termine à Fukushima plus tard. Et quand il y a eu Fukushima, l'éditrice que j'avais à l'époque m'a tout de suite commandé, en fait, de commenter cet événement auquel personne ne s'attendait, puisqu'on avait toujours dit que oui, il peut y avoir des catastrophes nucléaires, mais elles sont soviétiques. Ça ne peut pas se passer dans des pays développés. Et là, une catastrophe qui se passait au Japon, qui était quand même d'une ampleur incroyable, puisque on n'était pas loin d'évacuer les 35 millions d'habitants de Tokyo, ce qui aurait été assez difficile, semble-t-il. Voilà, j'ai répondu à chaud à cette commande, et ça a donné un petit livre qui a eu un certain succès, parce que je crois que
il y a des moments où la littérature elle a besoin de beaucoup de distance, et puis de temps en temps, il faut se jeter à l'eau pour un événement immédiat. C'est pas du journalisme, il faut avoir. Et comme j'avais l'histoire derrière moi, j'avais écrit plusieurs romans là autour. Et pourquoi le nucléaire m'intéresse ? Parce que je pense qu'en gros, c'est quand même la grande invention du XXe siècle, qui a été fait raconté d'une manière assez succincte à travers des héros mâles en général, alors qu'en fait la fission de l'atome a été découverte par une femme qui était une réfugiée autrichienne qui se trouvait en Suède en 1938. C'est Lise Meitner qui découvre ce qu'on peut faire avec la fission, et c'est à partir de là que tout démarre. Et donc j'ai écrit cette lettre qui était une lettre à une amie, parce qu'une année auparavant, je m'étais trouvé pour une tournée littéraire au Japon. J'avais été dans différentes universités et j'avais envie d'écrire à cette amie que je n'arrivais pas à joindre, parce qu'à l'époque, elle répondait pas aux mails, elle répondait pas au téléphone, et en même temps, j'avais beaucoup de peine à forcer la porte, et donc je lui ai fait une longue lettre qu'elle a reçue d'ailleurs et à laquelle elle a répondu par la suite. Et dans cette lettre, il y a des événements de ce qui m'était arrivé au Japon quand j'étais allé faire ma tournée. Et c'est ça que vous avez choisi. Oui. Un jour, à Kobe, peu après le tremblement de terre de 1995, j'avais rencontré des étudiants et leur avais lu en français 2 chapitres d'un roman où un jeune Japonais voyageait autour du monde. Je le faisais parler de sa grand-mère irradiée. Il confiait chaque soir ses sentiments à son journal. J'avais demandé à ce jeune public s'il appréciait qu'un Européen se mette ainsi dans la peau d'un de leurs compatriotes, si c'était réaliste et pas exotique. Je n'avais reçu alors que des compliments polis, accompagnés de révérences obséquieuses, jusqu'à ce qu'un timide jeune homme au fond de la salle demande la parole et, dans un silence glacial, dise quelques phrases dans sa langue. Quand il eut terminé, j'ai demandé au traducteur pourquoi il ne traduisait pas. Il a fini par jouer son rôle à voix basse. L'étudiant avait dit qu'un Européen qui évoque Hiroshima dans un roman relève du même mauvais goût qu'un Japonais qui programmerait un jeu vidéo sur les fours crématoires d'Auschwitz. Je n'ai su que répondre. J'ai mis plusieurs années à comprendre cette remarque. Aujourd'hui encore, je compte l'anecdote pour faire partager ma honte d'alors. J'avais utilisé la fiction là où 3 générations de Japonais essayaient de se confronter à la réalité nue. On pourrait s'arrêter sur cette honte parce que il y a eu la même quand on a commencé à faire des fictions sur Auschwitz. Et pourquoi ce serait une honte de recourir à la fiction pour parler aux gens d'événements réels, puisque vous le faites dans d'autres circonstances? Oui, je dis que c'est une honte, mais en même temps, je comprends que ça puisse se faire par d'autres. Mais là, c'était un cas particulier puisque je parlais à la première personne. Je disais « je », et je me mettais dans la peau d'un jeune homme de 20 ans qui avait une grand-mère qui était une hibakusha, comme on dit, c'est-à-dire qui avait été irradiée à Hiroshima. Et pour eux, ça, c'était insupportable. C'est-à-dire que ce qui était insupportable, c'est pas qu'on raconte une histoire là-dessus, mais c'est que je me mette à leur place, les étudiants que j'avais en face de moi étaient des Japonais. Moi, je sais pas le japonais. J'avais fait corriger mon livre par une amie japonaise qui m'avait dit voilà, ça c'est pas possible, tu dois changer ça, etc. Qui m'avait raconté 2-3 événements, mais jamais je n'avais eu ce sentiment que j'avais pas le droit de me mettre à cette place. Et c'est un débat qui est toujours ouvert dans la fiction. C'est celui de l'appropriation culturelle. Alors voilà, par exemple, j'avais fait un livre, un des premiers livres que j'avais fait, qui avait eu une interprétation cinématographique, et il y avait là-dedans dans des dialogues faits par des Noirs. C'était des dialogues que j'avais écrits moi. Quand ils ont été traduits, il fallait les traduire dans le slang de Harlem, parce que ça se passait à Harlem. Et ça marchait pas du tout. À la fin, on a tout arrêté parce que effectivement, quand vous écrivez en français et que vous mettez
des mots dans la bouche d'un noir de Harlem, ben vous savez pas comment il faut les écrire. Vous pouvez jouer à la banlieue française, vous pouvez jouer à des tas de choses, mais ça va pas être comme ça qu'il parle. Et le traducteur, il va tout de suite dire, mais que je fais quoi, moi, avec ça? Et c'est pour ça que les traductions, d'ailleurs, on doit les refaire très souvent, parce que les langages changent. Mais cette question aussi de savoir est-ce que un homme peut se mettre dans la peau d'une femme pour raconter, vous me direz, Tolstoï, il a écrit Anna Karenine, personne l'a embêté. Mais ça devient une vraie discussion et moi je voudrais pas y échapper. Je pense qu'il y a du vrai quoi dans cette discussion et c'est pour ça que je dis j'étais un peu honteux d'avoir poussé ça à fond. Est-ce que du coup vous condamneriez l'écriture des Bienveillantes par Jonathan Litton? Pas du tout. Non, je pense que voilà, c'est chaque auteur il a sa morale et s'il se sent pas mal à l'aise, ben tant pis pour lui, mais si tout à coup, comme ça m'est arrivé, on me met mal à l'aise, ben faut reconnaître qu'on est très mal à l'aise d'entendre un étudiant vous dire c'est comme un jeu vidéo sur Auschwitz, quoi. C'est quand même assez gros, quoi. Mais finalement, la fiction, j'y reviens, a sa propre légitimité du moment où on la fait du mieux qu'on peut, non ? J'ai eu cette discussion avec un ami qui s'appelle Jean Echenoz et c'était à propos des endroits où on allait. Alors lui, il avait fait un roman qui se passait au pôle Nord. Et je lui dis, t'es jamais allé au pôle Nord? Il me dit, mais t'es fou, quoi. Google Maps, et puis voilà, ça suffit. Alors c'est vrai que de temps en temps, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Google Maps, voilà, je peux aussi passer mon temps à regarder ça et faire croire que je l'ai inventé. Donc c'est quand même une vraie question, aussi bien sur les lieux que sur la documentation, et ça va devenir encore plus direct avec l'intelligence artificielle, puisqu'il y a des tas de choses qui sont racontées d'une autre manière et qu'on pourra faire croire que c'est quelqu'un qui est passé sur les lieux, qui a connu les personnes, etc. Et cette sincérité du ton, elle me tient à cœur, et je pense qu'elle est nécessaire c'est aussi ça, la sauvegarde de la littérature. C'est que c'est une voix personnelle, c'est pas n'importe qui peut raconter, enfin, j'espère, qui peut raconter la même histoire. Oui, il y a cette sincérité, et puis il y a cette immédiateté par rapport au présent. J'y viens à cause de Virtuellement Vôtre, que vous n'avez pas cité, mais où vous parlez du slang américain. C'est bien dans Virtuellement Vôtre. Et il y a aussi un phénomène de prémonition que j'ai senti chez vous, déjà par le choix du nucléaire, c'était avant Fukushima, et puis aussi dans Virtuellement Vôtre, qui est votre deuxième livre, qui a été publié en 93 ou 94, donc ça fait un bail. Vous évoquez le dark web, au fond. Vous parlez d'un hacker. Et c'est bien avant que ça fasse la une des journaux et des livres d'Alice Zéniter, par exemple. Disons, s'il s'agit de prémonition, j'ai fait un court roman qui a été tiré à 300 exemplaires en 1985 et qui est l'histoire d'un congrès d'intelligence artificielle auquel je participais aux États-Unis quand je travaillais dans l'informatique. Et c'est un lecteur qui m'a téléphoné l'autre jour en disant qu'il avait trouvé ça dans son cas. Est-ce que c'était bien moi qui avais écrit, et qu'il l'avait lu et il croyait que ça se passait aujourd'hui, quoi. Donc oui, mais ça c'est normal. Si les écrivains ne sentent pas le monde qui vient, qu'est-ce qu'ils sentent, quoi? S'ils sentent que leur passé et les tristesses des sentimentales, pour moi, ça fait partie, qu'on le veuille ou non, de comprendre son époque et donc de la refléter dans ses livres. C'est malgré nous, presque, qu'on est contemporain. On va finir et laisser la place aux questions sur justement l'intelligence artificielle, ou en tout cas sur l'évolution de la littérature à laquelle vous êtes attentif. Et je voudrais citer Walter Benjamin, dont vous parlez dans le discours de cette consécration qui a été pour vous quand même à Saint-Imier, la pose de la plaque d'une rue qui s'appelle maintenant rue des 10 petites anarchistes. Ça a dû être un grand moment. Et vous citez Benjamin qui dit « Le pire ne serait-il pas que les choses continuent comme avant ?» Comment dire, vous diriez la même chose pour la littérature ?
Ouais, bah oui, Benjamin pour moi c'est un grand quoi. C'est vraiment chaque fois que je l'ouvre, je découvre quelque chose. Et donc j'avais découvert cette phrase, puis je l'ai servi aux conseillers municipaux qui étaient là, qui sont venus me demander des explications après. Mais non, je suis entièrement d'accord avec Benjamin pour une fois. Enfin pas pour une fois, non. Dans ce cas-là en particulier. Et si on étend un tout petit, on élargit la question à l'intelligence artificielle, ça veut dire des livres réécrits ou soutenus ou générés par ChatGPT? Non, alors il y a une chose dont on n'a pas parlé, que j'ai beaucoup pratiqué, c'est que comme j'ai eu, comme vous dites, plusieurs vies, j'en avais une qui était dans l'informatique, et quand on a commencé à numériser les livres, je me suis rendu compte que on avait numérisé la lecture, mais qu'on allait aussi numériser l'écriture, d'une manière ou d'une autre, que ça allait nous tomber dessus. Et donc j'avais eu le soutien de mon éditrice, qui était vraiment très généreux, qui était voilà, tu peux brûler tes livres au feu du numérique, quoi, en gros. C'est-à-dire regarder qu'est-ce que ça fait quand on les passe au numérique, quand on essaye d'aller d'un livre à l'autre, de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et j'avais fait un travail avec un étudiant qui est un doctorant de l'école polytechnique, qui c'était en 2014, donc ça fait 10 ans, où on avait essayé de mettre au point une technique informatique qui permette d'aller piquer à gauche et à droite dans une grosse, puisqu'il y avait 10 volumes là sur le nucléaire, on allait piquer à gauche et à droite pour reconstruire d'autres histoires et voir ce que ça donnait. Et pour moi, c'est très important que les auteurs d'aujourd'hui, donc c'est ce que je pratique, comprennent les développements pour savoir qu'est-ce qui peut être fait par des machines et qu'est-ce qu'on peut faire nous. Et moi, je suis très optimiste et très confiant qu'on sait faire des choses. C'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément du care, c'est pas qu'on va s'occuper de sujets dont d'autres peuvent mieux s'occuper que nous, mais on va s'occuper du langage. On va s'occuper de pas le laisser voler par des machines. Et ça, il y a que nous qui savons le faire, qui sachons le faire. Enfin, tous les humains, il y a que les humains qui sachent le faire, quoi. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça se fera comment? C'est un long débat, ça. On a encore 1 heure, là. J'espère. Non, oui. Concrètement, ça veut dire savoir qu'est-ce que c'est les techniques. J'ai écouté Maëlys de Kerangal l'autre jour qui explique très très bien pourquoi, quand elle écrit un livre, elle a besoin de toute la documentation technique sur le personnage qu'elle va mettre en scène. Si elle met en place un vieil imprimeur qui a l'amour des vieilles presses, elle va se documenter sur ses presses, comment ça s'appelle, comment ça fonctionne, quel est le rapport du corps qu'elle peut avoir avec sa profession, comment l'imprimeur a un rapport particulier qui n'est pas le même que le médecin légiste, etc. Et tout ça, pour moi, ça c'est vraiment la démarche à suivre, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire pour ne pas être piégé par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Daniel de Roulet. Ce sera le mot de la fin. Et vous allez bientôt rejoindre le stand numéro 15 de la tente côté ville pour dédicacer votre livre. Merci. Le grand moment des questions. Madame. Bonjour. Bonjour. Si j'ai bien compris, je reviens à un dimanche à la montagne. Si j'ai bien compris, vous avez été très attaqué sur le fait que vous aviez choisi la prescription avant d'avouer votre forfait. Et d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, il semble qu'en fait, vous avez couru un danger plus important que... il semblerait qu'il aurait été question de revoir la prescription, ce que je l'ignorais complètement. Oui, enfin, c'était... Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, dans le Conseil national, il y avait une série de personnes qui m'en voulaient personnellement, entre autres Freisinger, je ne sais pas si vous vous souvenez... Voilà, Freisinger avait déposé une motion contre le subventionnement du terrorisme, ça s'appelait. Et donc, il voulait qu'on regarde tous les comptes de mes éditeurs et de mes traducteurs et qu'on regarde si, par hasard, la Confédération n'avait pas donné de l'argent à un terroriste.
Voilà, c'était ça. Et donc, il voulait faire ça rétroactivement. Bon, ça n'a pas passé, c'était assez ridicule. Mais en gros, ça montrait, disons, la hargne qu'il y avait à l'époque. Bon, simplement, aujourd'hui, c'est passé, quoi. Je peux aller boire un verre avec Freisinger puis me moquer de lui. T'as perdu, mon vieux. Voilà. Non, donc, pour moi, je sais pas, quelle est la question? C'est de savoir si j'ai couru un grand risque. Je crois qu'il faut aussi comprendre ce livre dans une époque, c'est ça que j'essaye de faire, parce que en 2005, quand le livre sort, quand je l'écris, c'est aussi le moment de la guerre en Irak, des tours, etc. Et j'étais quand même toujours un peu... Je me questionnais moi-même sur, oui, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des choses comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut brûler le chalet d'un magnat de la presse, je sais pas moi, Bolloré ou autre, qui a une île, allons le voir, je peux même vous dire où c'est. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'est plus du tout la même situation. Parce qu'aujourd'hui, on dirait, ah, c'est un terroriste islamiste, ou c'est, voilà, c'est ceci, cela, et on n'arriverait plus à expliquer clairement ce qui est passé. Alors qu'à l'époque, hein, je dis ça en passant, j'ai pas écrit dans le livre, j'ai reçu les plans de la maison du patron de l'UBS, etc. Des gens qui m'écrivaient, ils disaient, allez, il y a encore celui-là à faire, etc. Donc c'était pas, ça voulait dire, il y a des rognes qui ne passaient pas, quoi. Et donc, pour moi, la littérature, ça sert aussi un peu à... Je pense que la prescription, c'est quelque chose de bien. D'ailleurs, la prescription, elle était au bout de 12 ans. Hein. On a toujours prétendu que c'était 30 ans. Désormais, c'est... Bon, ça, ils ont voulu changer la loi. Elle a été changée, d'ailleurs, depuis. Et la question, c'est vraiment, à un certain moment, vous avez fait quelque chose, et puis les gens se demandent, oui, mais aujourd'hui, alors il ferait ça, ah, dis donc, il a brûlé. Mais c'est plus du tout la même chose. Il y a une enquête de l'Hebdo qui avait été faite en 1980, où on voit qu'il n'y a pas une semaine en Suisse, pendant toute l'année 80, où il n'y a pas un attentat. Tout le monde a oublié ça. On brûlait les voitures des gens du lobby nucléaire. On brûlait les résidences secondaires de patrons dont les ouvriers étaient en grève. Enfin, il y a tout un tas. Et puis, il y avait des petits sabotages, etc. Ça a été une période dans laquelle il y a eu une effervescence politique majeure, avec les événements de Zurich, notamment. Il y a eu 6 morts à Zurich, dont un policier. Aujourd'hui, on dit qu'il ne s'est rien passé à Zurich en 80. Donc, il y a un contexte, et aujourd'hui, on ne peut pas raconter les choses de la même manière. Voilà. Et ça, il y a quand même ça dans mon livre aussi. Parce que c'est un livre que beaucoup de gens croient savoir ce qu'il y a dedans. C'est juste, je fais un petit peu de promotion pour ce livre. Hein. Croient savoir, en disant, ah ouais, c'est le mec qui raconte qu'il a brûlé un chalet. Ouais, non, moi, je vois ce que c'est, quoi. Ben non, on ne voit pas ce que c'est sans avoir lu le livre. Voilà. Et ça, pour moi, c'est important. Non, parce qu'il y a ce contexte, je raconte l'histoire d'amour que tout le monde oublie, quoi. Et voilà. Oui, moi qui ai fait beaucoup de fautes phoques, j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez réussi à passer, non seulement à travers les mailles d'un filet qu'on avait peut-être préparé pour vous, mais à travers les montagnes de neige que vous avez dû affronter. Merci. Bravo. C'est très court. D'autres questions? Le câble est très court, si vous pouvez. Jusqu'ici. Juste vous demander si un jour vous allez écrire quelque chose, un livre, un roman, sur l'épopée anarchiste dans le vallon de Saint-Imier. Alors oui, je suis né à Saint-Imier. Je pense qu'il y a une mémoire historique très forte dans ce vallon. Et ce qui est le plus incroyable, si vous allez maintenant à Saint-Imier, c'est que les Longines ont subventionné toute l'histoire de l'anarchie. Donc, c'est le groupe Swatch, donc, et c'est grâce à un patron qui est un espèce de patron charismatique, qui a maintenant 82 ans, et qui trouve qu'en fait l'anarchie c'est une question culturelle. Et donc, qu'est-ce que c'est la culture qu'on peut montrer aux gens qui débarquent à la gare de Saint-Imier? C'est, voilà, ici Bakounine, ici il y a eu celui-là. Donc il y a déjà tout un travail qui a été fait. Il y a une association qui s'appelle Mémoire d'ici qui recueille toutes les sources. Je ne sais pas si ça serait mon rôle de travailler. Je pense que maintenant, c'est plus aux historiens de raconter le détail. Et il y a un historien qui a fait une thèse en allemand
qui est paru. C'est le directeur du musée d'art de Bienne qui a écrit comme thèse de doctorat l'histoire du Vallon ouvrier sur commande. C'est vraiment très intéressant. À mon tour, si je peux faire un peu de promotion, c'est le portrait d'Agota Christophe dans Portrait clandestin. Voilà. C'est un portrait à lire. Merci. D'autres questions? Dans ce cas, je vous propose de rejoindre votre stand. Merci. C'était « La littérature est un sport de combat » avec Daniel de Roulet, enregistré le dimanche 1er septembre 2024 au Grenier bernois par la Bibliothèque sonore romande pour Le Livre sur les quais.